La mort et le mourant. La première fable des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Jason Justice. La mort ne surprend point le sage. Elle est toujours prêt à partir. S'étant sous lui-même avertir, du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne, dans le fatal tribut, tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière, est celui qui vient quelquefois, fermer pour toujours les paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout, sans pudeur. Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment. Elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il, attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste pour voir un arrière-neveu. Souffrez que mon logis j'ajoute encore une aile, que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je n'étais point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Et n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque vie, que te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donnait-on pas des avis qu'on la cause du marché et du mouvement, qu'on les esprits, le sentiment, qu'on tu faillis en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique, il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi qu'un d'un banquet, remerciant son hôte et qu'on fît son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard? Vois ces jeunes mourir, vois-les marcher, vois-les courir, à des morts. Il est vrai, glorieuse et belle, mais sûre cependant, et quelquefois cruelle. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Fin de la première fable, la mort et le mourant. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le savetier et le financier. Fable 2 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Jérémie. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages plus content qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, étant tout cousu d'or, chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si, sur le point du jour, parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait, et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit: Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an? Par an? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier, ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Chaque jour amène son pain. Eh bien, que gagnez-vous, dites-moi, par journée?
Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est que toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes. Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre, et monsieur le curé, de quelque nouveau saint, charge toujours son prône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit: Je veux vous mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin, pour vous en servir au besoin. Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il en serre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix, du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis, il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour il avait l'œil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. Fin de la fable 2. Le savetier et le financier. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion, le loup et le renard. Fable 3 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Jason Justice. Un lion décrépit, goutteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. Alléguer l'impossible au roi, c'est un abus. Celui-ci parmi chaque espèce. Mandat des médecins, il en est de tous arts. Médecins au lion viennent de toutes parts. De tous côtés, lui viennent des donneurs de recettes. Dans les visites qui sont faites, le renard se dispense, et se tient clos et croit. Le loup en fait sa cour, d'aube au coucher du roi. Son camarade absent, le prince tout à l'heure, veut qu'on aille enfumer renard dans sa demeure. Qu'on le fasse venir, il vient est présenté, et sachant que le loup lui faisait cette affaire, je crains, sire, dit-il, qu'un rapport peu sincère ne m'ait à mépris amputé d'avoir différé cet hommage, mais jetez un pèlerinage, et me quitter d'un vœu fait pour votre santé. Même j'ai vu dans mon voyage, gens experts et savants, leur dit la langueur, dont votre majesté craint à bon droit la suite. Vous ne manquez que de chaleur. Le langage en vous l'a détruite. D'un loup écorché vif appliquez-vous la peau, toute chaude et toute fumante. Le secret sans doute en est beau, pour la nature défiante. Monsieur loup vous servira, s'il vous plaît, de robe de chambre. Le roi goûte cet avis-là. On écorche, on taille, on démembre monsieur loup. Le monarque en soupa, et de sa peau s'enveloppa. Messieurs les courtisans, cessez de vous détruire. Faites, si vous pouvez, votre cour sans vous nuire. Le mal se rend chez vous au quadruple du bien. Les daubeurs ont leur tour d'une ou d'autre manière. Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. Fin de la fable 3, le lion, le loup et le renard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le pouvoir des fables. Fable 4 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org. À Monsieur de Barillon. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des contes vulgaires? Vous puis-je offrir mes vers et leur grâce légère? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, seront-ils point traités par vous de téméraires? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas. Mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de 1000 endroits de la terre
Ils nous viennent des ennemis, j'y consens. Mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose? Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cette hydre? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras? Si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai 100 moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes vœux ardents, et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur voyant sa patrie en danger, courut à la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix: « Et Cérès, que fit-elle » Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi, de contes d'enfants son peuple s'embarrasse, et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillée, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si peau d'âne m'était comptée, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Fin de la fable 4. Le pouvoir des fables. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'homme et la puce. Fable 5 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org. Par des vœux importuns nous fatiguons les dieux, souvent pour des sujets même indignes des hommes. Il semble que le ciel, sur tous tant que nous sommes, soit obligé d'avoir incessamment les yeux, et que le plus petit de la race mortelle, à chaque pas qu'il fait, à chaque bagatelle, doivent intriguer l'Olympe et tous ses citoyens, comme s'il s'agissait des Grecs et des Troyens. Un sot par une puce eut l'épaule mordue. Dans les plis de ses draps, elle alla se loger. « Hercule, se dit-il,
tu deviens bien purger la terre de cette hydre au printemps revenu. Que fais-tu, Jupiter, que du haut de la nuit tu n'en perdes la race afin de me venger? Pour tuer une puce, il voulait obliger ses dieux à lui prêter leur foudre et leur massue. Fin de la fable 5. L'homme et la puce. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les femmes et le secret. Fable 6 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Michael Kédiak. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle, « Ô Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en peux plus, on me déchire! Quoi, j'accouche d'un œuf? D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Ah, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme neuve, sur ce cas, ainsi que sur mainte autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. »« Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Fin de la fable 6, les femmes et le secret. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Fable 7 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Michael Wolff. Nous n'avons pas les yeux à l'épreuve des belles, ni les mains à celle de l'or. Peu de gens gardent un trésor avec des soins assez fidèles. Certains chiens qui portent la pitance au logis s'étaient fait un collier du dîner de son maître. Il était tempérant plus qu'il n'eût voulu l'être quand il voyait un mets exquis. Mais enfin il était, et tous tant que nous sommes, nous nous laissons tenter à l'approche des biens. Chose étrange, on apprend la tempérance aux chiens, et l'on ne peut l'apprendre aux hommes. Ce chien-ci, donc étant de la sorte à tourner, un matin passe et veut lui prendre le dîner. Il n'en eut pas toute la joie qu'il espérait d'abord. Le chien mit bas la proie pour la défendre mieux, n'en étant plus chargé. Grand combat, d'autres chiens arrivent, ils étaient de ceux-là qui vivent sur le public et craignent peu les coups. Notre chien, se voyant trop faible contre tous, et que la chair courait un danger manifeste, voulut avoir sa part. Et lui sage, il leur dit, « Point de couru, messieurs, mon pain me suffit. Faites votre profit du reste. » À ces mots le premier, il vous zappe un morceau, et chacun a tiré, le matin, la canaille, à qui mieux, ils firent tous ripaille. Chacun d'eux part au gâteau. Je crois voir en ceci l'image d'une ville, où l'on met les deniers à la merci des gens. Échevin, prévôt des marchands, tout fait sa main. Le plus habile donne aux autres l'exemple, et c'est un passe-temps de leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelque scrupuleux par des raisons frivoles veut défendre l'argent et dit le moindre mot, on lui fait voir qu'il est un sot. Il n'a pas peine à se rendre, c'est bientôt le premier à prendre. Fin de la fable 7. Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Le rieur et les poissons. Fable 8 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Sarah Kilcher. Le rieur et les poissons. On cherche les rieurs, et moi je les évite. Cet art veut sur tout autre un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots, les méchants diseurs de bons mots. J'en vais peut-être en une fable introduire un, peut-être aussi, que quelqu'un trouvera que j'aurais réussi. Un rieur était à la table d'un financier, et n'avait en son coin que de petits poissons. Tous les gros étaient loin. Il prend donc les menus, puis leur parle à l'oreille. Et puis il feint à l'appareil d'écouter leurs réponses. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur alors d'un ton sage dit qu'il craignait que si un ami, pour les grandes Indes parti, n'eût depuis un an fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu fretin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas d'un âge à savoir au frais son destin. Les gros en sauraient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interroger, de dire si la compagnie prit goût à sa plaisanterie? J'en doute, mais enfin il les sut engager à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de monde inconnus qui n'en étaient pas revenus, et que depuis 100 ans sous l'abîme avaient vu les anciens du vaste empire. Fin de la fable 8, le rieur et les poissons. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le rat et l'huître. Fable 9 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Fanny R.W. Un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des lares paternelles, un jour se trouve à soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. La moindre taupinée était monte à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres, et notre rat d'abord crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire, j'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain magistère, le rat tenait ces choses, et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui les livres rongeant, se font savants jusques aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte, et bâillant au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie. Blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille, qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et, si je ne me trompe, à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme, et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons, premièrement, que tous ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croit apprendre. Fin de la fable 9, le rat et l'huître. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'ours et l'amateur des jardins. Fable 10 des fables de La Fontaine. Livre 8e.
enregistré pour LibriVox.org par Stanley. Certain ours montagnard, ours à demi léché, confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché, il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que, lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquisser et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire, et le mieux, il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir ?» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sots, comme l'ours en un jour ne disait pas de mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apporter du gibier, faisait son principal métier d'être bon émoucheur, écarté du visage de son ami dormant, ce parasite ailé que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez une halance placée, mit l'ours au désespoir, il eut beau la chasser. « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme aussitôt fait que dit, le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur. Roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. » Fin de la fable 10. L'ours et l'amateur de jardin. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux amis.
Fable 11 des Fables de La Fontaine, livre 8e, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en décembre 2009. Deux vrais amis vivaient à Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Fin de la fable 11. Les deux amis. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cochon, la chèvre et le mouton. Fable 12 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en décembre 2009. Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras, montés sur même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre, à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Don Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchers à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'il criât au secours. Ils ne voyaient nul mal à craindre. Le charton dit au porc « Qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous. Que ne te tiens-tu quoi? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient t'apprendre à vivre, ou du moins à te taire. Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul mot? Il est sage. Il est sot, repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier, et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. Il pense qu'on les veut seulement décharger, la chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais quant à moi, qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Fin de la fable 12. Le cochon, la chèvre et le mouton. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Tircis et Amarante, fable 13 des Fables de La Fontaine, livre 8e, enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Pour Mademoiselle de Sillery. J'avais Ésope quitté pour être tout à Boccace, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des fables de ma façon. Or, d'aller lui dire non, sans quelque valable excuse, ce n'est pas comme on en use avec des divinités, surtout quand ce sont de celles que la qualité de belle fait reine des volontés. Car afin que l'on le sache, c'est Sillery qui s'attache à vouloir que, de nouveau, sire loup, sire corbeau, chez moi se parlent en rime. Qui dit Sillery, dit tout. Peu de gens en leur estime lui refusent le haut bout. Comment le pourrait-on faire? Pour venir à notre affaire, mes comptes à son avis sont obscurs. Les beaux esprits n'entendent pas toute chose. Faisons donc quelques récits qu'elle déchiffre sans glose. Amenons des bergers, et puis nous rimerons ce que disent entre eux les loups et les moutons. Tircis disait un jour à la jeune Amarante. « Ah, si vous connaissiez comme moi certain mal qui nous plaît et qui nous enchante!
Il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. Voudrais-je vous tromper, vous pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur? Amarante aussitôt réplique. Comment l'appelez-vous, ce mal? Quel est son nom? L'amour. Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on? Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît, toute seule en une forêt. Se mire-t-on près un rivage? Ce n'est pas soi qu'on voit, on ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village dont l'abord, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi. Cependant on soupire. On a peur de le voir encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant. Oh oh, c'est là ce mal que vous me prêchez tant? Il ne m'est pas nouveau, je pense le connaître. Tircis à son but croyait être, quand la belle ajouta. Voilà tout justement ce que je sens pour Clidamant. L'autre pense à mourir de dépit et de honte. Il est force gens comme lui qui prétendent n'agir que pour leur propre compte et qui font le marché d'autrui. Fin de la fable 13, Tircis et Amarante. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les obsèques de la lionne. Fable 14 des fables de La Fontaine. Livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Stanley. La femme du lion mourut. Aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Il fit avertir sa province que les obsèques se feraient un tel jour en tel lieu. Ses prévôts y seraient pour régler la cérémonie et pour placer la compagnie. Jugez si chacun s'y trouva. Le prince au cri s'abandonna, et tout son antre en résonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple rugir en leur patois messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ceux qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit: « Chétif hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loups, vengez la reine, immolez tous ce traître à ses augustes mânes. »
Le cerf reprit alors: « Sire, le temps de pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié couchée entre des fleurs, tout près d'ici m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce qu'on voit quand je vais chez les dieux ne t'oblige à des larmes. Aux Champs-Élysiens j'ai goûté 1000 charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi, laisse agir quelque temps le désespoir du roi. J'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, qu'on se mit à crier « Miracle! Apothéose !» Le cerf eut un présent, bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont leur cœur soit rempli. Ils goberont l'appât, vous serez leur ami. Fin de la fable 14. Les obsèques de la lionne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le rat et l'éléphant. Fable 15 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Annie Poirier. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance, et l'on n'est souvent qu'un bourgeois, c'est proprement le mâle François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. Donnons quelque image d'une autre, qui, sans doute, en vaut bien un autre. Un rat, des plus petits, voyait un éléphant, des plus gros, éraillait le marché un peu lent de la bête de haut parage, qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins importants. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps qui fait peur aux enfants? Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Fin de la fable 15, le rat et l'éléphant. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'horoscope. Fable 16 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Stanley. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Un père eut pour toute lignée un fils qui l'aima trop, jusque à consulter sur le sort de sa géniture les 10 heures de bonne aventure. Un de ces gens lui dit que des lions surtout, il éloigna l'enfant jusque à certain âge. Jusqu'à 20 ans, point davantage. Le père, pour venir à bout d'une précaution sur qui roulait la vie de celui qu'il aimait,
défendit que jamais on lui laissa passer le seuil de son palais. Il pouvait s'en sortir, contenter son envie, avec ses compagnons tout le jour badiner, sauter, courir, se promener. Quand il fut en l'âge où la chasse plaît le plus aux jeunes esprits, cet exercice avec mépris lui fut dépeint. Mais quoi qu'on fasse, propos, conseils, enseignements, rien ne change un tempérament. Le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, à peine se sentit des bouillons d'un tel âge qu'il soupira pour ce plaisir. Plus l'obstacle était grand, plus fort fut le désir. Il savait le sujet des fatales défenses, et comme ce logis, plein de magnificence, abondait partout en tableaux, et que la laine et les pinceaux traçaient de tous côtés chasses et paysages, en cet endroit des animaux, en cet autre des personnages. Le jeune homme s'émut, voyant peint un lion. « Ah, monstre !» cria-t-il. « C'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse. Il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. Et cette chère tête, pour qui l'art d'Esculape en vain fit ce qu'il put, dut sa perte à ses soins, compris pour son salut. Même précaution nuisit au poète Échille. Quelque devin le menaça, dit-on, de la chute d'une maison. Aussitôt, il quitta la ville, mit son lit en plein champ, loin des toits, sous les cieux. Un aigle, qui portait en l'air une tortue, passa par là, vit l'homme, et sur sa tête nue, qui parut un morceau de rocher à ses yeux, étant de cheveux dépourvus, laissa tomber sa proie, afin de la casser. Le pauvre Échille ainsi sut ses jours avancer. De cet exemple, il résulte que cet art, s'il est vrai, fait tomber dans les maux que craint celui qui le consulte. Mais je l'en justifie et maintiens qu'il est faux. Je ne crois point que la nature se soit lié les mains et nous les lie encore, jusqu'au point de marquer dans les cieux notre sort. Il dépend d'une conjoncture, de lieux, de personnes, de temps, non des conjonctions de tous ces charlatans. Ce berger et ce roi sont sous même planète. L'un d'eux porte le spectre et l'autre la houlette. Jupiter le voulait ainsi. Qu'est-ce que Jupiter? Un corps sans connaissance. D'où vient donc que son influence agit différemment sur ces deux hommes-ci? Puis comment pénétrer jusque à notre monde?
comment percer des airs la campagne profonde, percer Mars, le soleil, et des vides sans fin. Un atome la peut détourner en chemin, où l'iront retrouver les faiseurs d'horoscopes. L'état où nous voyons l'Europe mérite que du moins quelqu'un de l'ait prévu. Que ne l'a-t-il donc dit, mais nul d'eux ne l'a su. L'immense éloignement, le point et sa vitesse, celle aussi de nos passions, permettent-ils à leur faiblesse de suivre pas à pas toutes nos actions? Notre sort en dépend, sa course entresuivie ne va non plus que nous, jamais d'un même pas. Et ces gens veulent au compas tracer le cours de notre vie. Il ne se faut point arrêter aux deux faits ambigus que je viens de conter. Ce fils par trop chéri, ni le bonhomme Échille n'y font rien. Tout aveugle et menteur qu'est cet art, il peut frapper au but une fois entre mille. Ce sont des effets du hasard. Fin de la fable 16, l'horoscope. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'âne et le chien, fable 17 des Fables de La Fontaine, livre 8e, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en décembre 2009. Il se faut entraider, c'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua, et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature, il allait par pays accompagné du chien, gravement, sans songer à rien, tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit, l'âne se mit à paître, il était alors dans un pré dont l'herbe était fort à son gré. Point de chardon pourtant, il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse, mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours, que si ce loup t'atteint, casse-lui la mâchoire, on t'affairera de neuf, et si tu me veux croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. Je conclus qu'il faut qu'on s'entraide. Fin de la fable 17, l'âne et le chien. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Bassa et le marchand, fable 18 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Un marchand grec en certaines contrées faisait trafic. Un Bassa l'appuyait. De quoi le grec en Bassa le payait, non en marchand. Tant c'est chère denrée qu'un protecteur. Celui-ci coûtait tant que notre grec s'allait partout plaignant. 3 autres Turcs d'un rang moindre en puissance lui vont offrir leur support en commun. Eux 3 voulaient moins de reconnaissance qu'à ce marchand il n'en coûtait pour un. Le grec écoute, avec eux il s'engage, et le Bassa du tout est averti. Même on lui dit qu'il jouera, s'il est sage, à ces gens-là quelques méchants partis. Les prévenant, les chargeant d'un message pour Mahomet, droit en son paradis, et sans tarder.
Sinon ces gens unis le préviendront, bien certain qu'à la ronde il a des gens tout prêts pour le venger. Quelque poison l'enverra protéger les trafiquants qui sont en l'autre monde. Sur cet avis le Turc se comporta comme Alexandre, et plein de confiance. Chez le marchand tout droit il s'en alla, se mit à table. On vit tant d'assurance en ses discours et dans tout son maintien, qu'on ne crut point qu'il se doutât de rien. « Ami, dit-il, je sais que tu me quittes. Même l'on veut que j'en craigne les suites. Mais je te crois un trop homme de bien. Tu n'as point l'air d'un donneur de breuvage. Je n'en dis pas là-dessus davantage. Quant à ces gens qui pensent t'appuyer, écoute-moi. Sans tant de dialogue et de raisons qui pourraient t'ennuyer, je ne te veux conter qu'un apologue. » Il était un berger, son chien et son troupeau. Quelqu'un lui demanda ce qu'il prétendait faire d'un dogue de qui l'ordinaire était un pain entier. Il fallait bien et beau donner cet animal au seigneur du village. Lui berger pour plus de ménage aurait 2 ou 3 matinaux, qui lui dépensant moins veilleraient au troupeau bien mieux que 7 bêtes seules. Il mangeait plus que 3, mais on ne disait pas qu'il avait aussi triple gueule quand les loups livraient des combats. Le berger s'en défait, il prend 3 chiens de taille à lui dépenser moins mais à fuir la bataille. Le troupeau s'en sentit, et tu te sentiras du choix de semblables canailles. Si tu fais bien, tu reviendras à moi. Le grec le crut. Ceci montre aux provinces que, tout compté, mieux vaut en bonne foi s'abandonner à quelque puissant roi que s'appuyer de plusieurs petits princes. Fin de la fable 18, le bassa et le marchand. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'avantage de la science, fable 19 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Entre 2 bourgeois d'une ville s'émut jadis un différend. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci sur son concurrent voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite. Mon ami, disait-il souvent aux savants, vous vous croyez considérable, mais dites-moi, tenez-vous table? Que sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la 3e chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons. Dieu sait, notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe, et celle qui la porte, et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés. Ces mots remplis d'impertinence sur le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile, il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle, cela décida leur querelle. Laissez dire les sots, le savoir a son prix. Fin de la fable 19, l'avantage de la science. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Jupiter et les tonnerres. Fable 20 des fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Stanley. Jupiter, voyant nos fautes, dit un jour du haut des airs: remplissons de nouveaux hôtes les cantons de l'univers, habités par cette race qui m'importune et me lasse. Va-t'en, Mercure, aux enfers, amène-moi la furie, la plus cruelle des trois. Race que j'ai trop chérie, tu périras cette fois. Jupiter ne tarda guère à modérer son transport. Ô vous, roi qu'il voulut faire, arbitre de notre sort, laissez entre la colère et l'orage qui la suit l'intervalle d'une nuit. Le dieu dont l'aile est légère
et la langue a des douceurs, à la voir les noires sœurs. À Tisiphone et Mégère, il préféra, se dit-on, l'impitoyable Alecton. Ce choix la rendit si fière qu'elle jura par Pluton que toute l'engeance humaine serait bientôt du domaine des dettes de là-bas. Jupiter n'approuva pas le serment de l'Euménide. Il la renvoie, et pourtant il lance un foudre à l'instant sur certains peuples perfides. Le tonnerre ayant pour guide le père même de ceux qu'il menaçait de ses feux, se contenta de leur crainte. Il n'embrasa que l'enceinte d'un désert inhabité. Ton père frappe à côté. Qu'arriva-t-il? Notre engeance prit pied sur cette indulgence. Tout l'Olympe s'en plaignit, et l'assembleur de nuages jura le Styx et promit de former d'autres orages. Il serait sûr. On sourit. On lui dit qu'il était père et qu'il laissa pour le mieux à quelqu'un des autres dieux d'autres tonnerres à faire. Vulcan entreprit l'affaire. Ce dieu remplit ses fourneaux de deux sortes de carreaux. L'un jamais ne se fourvoie, et c'est celui que toujours l'Olympe encore nous envoie. L'autre s'écarte en son cours, ce n'est qu'au mont qu'il en coûte. Bien souvent même il se perd, et ce dernier en sa route nous vient du seul Jupiter. Fin de la fable 20, Jupiter et les tonnerres. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Faucon et le Chapon, fable 21 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Une traîtresse voix bien souvent vous appelle. Ne vous pressez donc nullement. Ce n'était pas un sot, non, non, et croyez-moi, que le chien de Jean de Nivelle. Un citoyen du Mans, chapon de son métier, était sommé de comparaître par devant les lards du maître, au pied d'un tribunal que nous nommons foyer. Tous les gens lui criaient pour déguiser la chose. Petit, petit, petit. Mais loin de s'y fier, le Normand et demi laissait les gens crier. Serviteur, disait-il, votre appât est grossier, on ne m'y tient pas, et pour cause. Cependant un faucon sur sa perche voyait notre manceau qui s'enfuyait. Les chapons ont en nous fort peu de confiance, soit instinct, soit expérience. Celui-ci, qui ne fut qu'avec peine attrapé, devait le lendemain être d'un grand souper, fort à l'aise, en un plat, honneur dont la volaille se serait passée aisément. L'oiseau chasseur lui dit « Ton peu d'entendement me rend tout étonné. Vous n'êtes que racaille, gens grossiers, sans esprit, à qui l'on n'apprend rien. Pour moi, je sais chasser et revenir au maître. Le vois-tu pas à la fenêtre? Il t'attend. Es-tu sourd? Je n'entends que trop bien, repartit le chapon. Mais que me veut-il dire, et ce beau cuisinier armé d'un grand couteau? Reviendrais-tu pour cet appeau? Laisse-moi fuir, cesse de rire de l'indocilité qui me fait envoler, lorsque d'un ton si doux on s'en vient m'appeler. Si tu voyais mettre à la broche tous les jours autant de faucons que j'y vois mettre de chapons, tu ne me ferais pas un semblable reproche. Fin de la fable 21, le Faucon et le Chapon. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le chat et le rat, fable 22 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. 4 animaux divers, le chat grippe-fromage, triste oiseau le hibou, ronge-maille le rat, dame belette au long corsage, toutes gens d'esprit scélérat,
hantaient le tronc pourri d'un pin vieux et sauvage. Tant y furent qu'un soir à l'entour de ce pin, l'homme tendit ses rets. Le chat de grand matin sort pour aller chercher sa proie. Les derniers traits de l'ombre empêchent qu'il ne voie le filet. Il y tombe en danger de mourir, et mon chat de crier, et le rat d'accourir, l'un plein de désespoir et l'autre plein de joie. Il voyait dans les lacs son mortel ennemi. Le pauvre chat dit: « Cher ami, les marques de ta bienveillance sont communes en mon endroit. Viens m'aider à sortir du piège où l'ignorance m'a fait tomber. C'est à bon droit que, seul entre les tiens par amour singulière, je t'ai toujours choyé, t'aimant comme mes yeux. Je n'en ai point regret, et j'en rends grâce aux dieux. J'allais leur faire ma prière. Comme tout dévot chat en use les matins, ce réseau me retient. Ma vie est en tes mains. Viens dissoudre ces nœuds. Et quelle récompense en aurais-je? Reprit le rat. Je jure éternelle alliance avec toi, repartit le chat. Dispose de ma griffe et sois en assurance. Envers et contre tous je te protégerai, et la belette mangerai avec l'époux de la chouette. Ils t'en veulent tous deux. Le rat dit: Idiot! Moi, ton libérateur, je ne suis pas si sot. Puis il s'en va vers sa retraite. La belette était près du trou. Le rat grimpe plus haut. Il y voit le hibou. Danger de toutes parts, le plus pressant l'emporte. Ronge-Maille retourne au chat et fait en sorte qu'il détache un chaînon, puis un autre, et puis tant qu'il dégage enfin l'hypocrite. L'homme paraît en cet instant. Les nouveaux alliés prennent tous deux la fuite. À quelque temps de là, notre chat vit de loin son rat qui se tenait alerte et sur ses gardes. « Ah, mon frère, dit-il, viens m'embrasser. Ton soin me fait injure, tu regardes comme ennemi ton allié. Penses-tu que j'ai oublié qu'après Dieu je te dois la vie? Et moi, reprit le rat, penses-tu que j'oublie ton naturel? Aucun traité peut-il forcer un chat à la reconnaissance? S'assure-t-on sur l'alliance qu'a faite la nécessité? » Fin de la fable 22, le chat et le rat. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le torrent et la rivière. Fable 23 des Fables de La Fontaine. Livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Glenn Simonson. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui. L'horreur suivait ses pas. Il faisait trembler les campagnes. Nul voyageur n'osait passer une barrière si puissante. Un seul vit des voleurs, et se sentant pressé, il mit entre eux et lui cette onde menaçante. Ce n'était que menaces et bruits sans profondeur. Notre homme enfin n'eut que la peur. Ce succès lui donnant courage, et les mêmes voleurs le poursuivant toujours, il rencontra sur son passage une rivière dont le cours, image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, lui fit croire d'abord ce trajet fort facile. Point de bord escarpé, un sable pur et net. Il entre, et son cheval le met à couvert des voleurs, mais non de l'onde noire. Tous deux au Styx allèrent boire, tous deux à nager malheureux, allèrent traverser au séjour ténébreux bien d'autres fleuves que les nôtres. Les gens sans bruit sont dangereux, il n'en est pas ainsi des autres. Fin de la fable 23. Le torrent et la rivière. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'éducation, fable 24 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine et Kurt Boulet. Laridon et César, frères dont l'origine venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis, à 2 mètres divers échus au temps jadis, hantaient l'un les forêts et l'autre la cuisine. Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom, mais la diverse nourriture fortifiant en l'un cette heureuse nature, en l'autre l'altérant, un certain marmiton nomma celui-ci Laridon. Son frère, ayant couru mainte haute aventure, mit maint cerf aux abois, maint sanglier abattu,
fut le premier César que la gentienne ait eu. On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse ne fît en ses enfants dégénérer son sang. Laridon négligé témoignait sa tendresse à l'objet le premier passant. Il peupla tout de son engeance. Tournebroches par lui rendus communs en France y font un corps à part, gens fuyant les hasards, peuple antipode des Césars. On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père. Le peu de soins, le temps, tout fait qu'on dégénère. Faute de cultiver la nature et ses dons, ô combien de Césars deviendront Laridon. Fin de la fable 24, l'éducation. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les deux chiens et l'âne mort. Fable 25 des fables de La Fontaine. Livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Stanley. Les vertus devraient être sœurs, ainsi que les vices sont frères. Dès que l'un de ceux-ci s'empare de nos cœurs, tous viennent à la file, il ne s'en manque guère. J'entends de ceux qui n'étant pas contraires, peuvent loger sous même toit. À l'égard des vertus, rarement on les voit. Toutes en un sujet éminemment placé, se tenir par la main sans être dispersés. L'un est vaillant mais prompt, l'autre est prudent mais froid. Parmi les animaux, le chien se pique d'être soigneux et fidèle à son maître. Mais il est sot, il est gourmand. Témoin ces deux matins qui dans l'éloignement virent un âne mort qui flottait sur les ondes. Le vent de plus en plus l'éloignait de nos chiens. Ami, dit l'un, tes yeux sont meilleurs que les miens. Porte un peu tes regards sur ces plaines profondes. J'y crois voir quelque chose. Est-ce un bœuf, un cheval? Et qu'importe quel animal, dit l'un de ces matins, voilà toujours curé. Le point est de l'avoir, car le trajet est grand, et de plus il nous faut nager contre le vent. Buvons toute cette eau, notre gorge altérée en viendra bien à bout. Ce corps demeurera bientôt à sec et ce sera provision pour la semaine. Voilà mes chiens à boire, ils perdirent l'haleine et puis la vie. Ils firent tant qu'on les vit crever à l'instant. L'homme est ainsi bâti, quand un sujet l'enflamme, l'impossibilité disparaît à son âme. Combien fait-il de vœux, combien perd-il de pas, soutrant pour acquérir des biens ou de la gloire. Si j'arrondissais mes états, si je pouvais remplir mes coffres de ducats, si j'apprenais l'hébreu, les sciences, l'histoire, tout cela, c'est la mer à boire. Mais rien à l'homme ne suffit. Pour fournir au projet que forme un seul esprit, il faudrait 4 corps, encore loin d'y suffire. À mi-chemin, je crois que tous demeureraient. 4 Mathusalem, bout à bout, ne pourraient mettre à fin ce qu'un seul désire. Fin de la fable 25. Les deux chiens et l'âne mort. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
Démocrite et les Abdéritains. Fable 26 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org. Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire, mettant de faux milieux entre la chose et lui, et mesurant par sceaux ce qu'il voit en autrui. Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage. Son pays le crut fou. Petits esprits, mais quoi? Aucun n'est prophète chez soi. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. L'erreur alla si loin qu'Abdère députa vers Hippocrate et l'invita par lettres et par ambassade à venir rétablir la raison du malade. Notre concitoyen, disaient-ils en pleurant, perd l'esprit, la lecture a gâté Démocrite. Nous l'estimerions plus s'il était ignorant. Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limite. Peut-être même ils sont remplis de Démocrites infinis. Non content de ce songe, il y joint les atomes, enfants d'un cerveau creux, invisible fantôme. Et mesurant les cieux sans bouger d'ici-bas, il connaît l'univers et ne se connaît pas. Un temps fut qu'il savait accorder les débats, maintenant il parle à lui-même. Venez, divin mortel, sa folie est extrême. Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens. Cependant il partit. Et voyez, je vous prie, quelle rencontre dans la vie le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps que celui qu'on disait n'avoir raison ni sens cherchait dans l'homme et dans la bête quel siège a la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un ombrage épais, assis près d'un ruisseau, les labyrinthes d'un cerveau l'occupaient. Il avait à ses pieds maint volume, et ne vit presque pas son ami s'avancer, attaché selon sa coutume. Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser, le sage est ménager du temps et des paroles. Ayant donc mis à part les entretiens frivoles, et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit, ils tombèrent sur la morale. Il n'est pas besoin que j'étale tout ce que l'un et l'autre dit. Le récit précédent suffit pour montrer que le peuple est juge récusable. En quel sens est donc véritable ce que j'ai lu dans certains lieux, que sa voix est la voix de Dieu? Fin de la fable 26, Démocrite et les Abdéritains. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le loup et le chasseur, fable 27 des Fables de La Fontaine, livre 8e. Enregistré pour LibriVox.org par Nadine Eckert-Boulet. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage? Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons? L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « C'est assez, jouissons » Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis. Je le ferai. Mais quand donc? Dès demain? Eh, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui, redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier de son arc avait mis bas un daim. Un faon de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête. Un daim avec un faon, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup pourtant il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi?
rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps. Et la perdrix le remercie. Cette part du récit s'adresse au convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit, en passant, ce spectacle piteux. « Ô fortune, dit-il, je te promets un temple, 4 corps étendus. Que de bien! Mais pourtant il faut les ménager, ces rencontres sont rares. » Ainsi s'excusent les avares. « J'en aurai, dit le loup, pour 1 mois, pour autant. 1, 2, 3, 4 corps, ce sont 4 semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans 2 jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on les fête de vrais boyaux, l'odeur me le témoigne assez. » En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend, et fait de la sagette un nouveau mort, mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoins ces 2 gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. Fin de la fable 27, le loup et le chasseur. Fin des fables de La Fontaine, livre 8e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.